Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Charles Onana. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Charles Onana est docteur en sciences politiques, spécialiste de l'Afrique, des Grands Lacs et des conflits armés. Vous étiez déjà venu nous présenter l'un de vos précédents ouvrages, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Le dernier, le voici, un titre qui frappe, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. Un livre que vous avez élaboré avec des sources tout à fait officielles, documents issus de la CIA, du Pentagone, de la Maison-Blanche, de l'Élysée et de l'Union européenne. Alors, la République démocratique du Congo, la RDC, est depuis 1994 victime d'une guerre qui a fait plus de 10 millions de morts. Ça, c'était un chiffre qu'on mettait en avant déjà en 2010. Tout à fait. Et au moins 500 000 femmes violées. Alors, on va voir au cours de cet entretien pourquoi personne ne parle de tout cela, de toutes ces atrocités avant. Quelles sont les origines, Charles Onana, les origines africaines de ce conflit? Eh bien, ce que j'ai découvert, ça c'est pas moi qui pense, il y a déjà à l'époque, quelques années de ça, c'est le professeur Bernard Debré, qui était ministre de la Coopération, qui m'avait expliqué dans son bureau à l'hôpital Cochin à Paris qu'il y avait un groupe ethnique au Rwanda, dont des Tutsis, qui ambitionnait de créer un empire, ce qu'on appelait, ils appellent l'empire Ima, qui avait vocation à rassembler l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, où cette minorité aurait, je dirais, le pouvoir sur toute cette région, et que leur ambition ne s'arrêtait pas là. Leur ambition allait jusqu'en Afrique centrale, c'est-à-dire vers la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, le Gabon, etc. Donc, on avait passé près de 45 minutes, il m'a expliqué cette histoire et ce projet. Je trouvais complètement loufoque, complètement ubuesque, et je n'avais pas pris tout cela au sérieux. Quelques années après, lorsqu'il a publié son ouvrage, je me suis rendu compte qu'en fait, il apportait beaucoup plus de détails. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai découvert dans les archives de l'Élysée que le général, le chef d'état-major particulier du président Mitterrand, monsieur Queneau, le général Queneau, évoquait également cette question-là. Mais et le plus stupéfiant pour moi, ça a été de constater que dans les archives du président Clinton, l'ambassade des États-Unis au Rwanda avait rédigé en novembre 1994 un rapport sur ce projet. Donc la Maison-Blanche, comme l'Élysée, était au courant que la minorité Tutsi avait vocation à dominer, voulait dominer effectivement l'Afrique centrale, mais personne n'a rien dit et on a laissé faire tout cela jusqu'à présent. Alors on va voir un petit peu après dans cet entretien pourquoi le président Clinton s'était immiscé dans ce conflit. Le Rwanda occupe encore aujourd'hui une partie de la RDC. C'est quoi le quotidien des Congolais aujourd'hui? C'est l'enfer pour beaucoup de Congolais, c'est-à-dire que on arrive aujourd'hui, chaque jour je reçois des messages et des photos ou des vidéos des massacres de la population à l'est du Congo, c'est-à-dire que on est arrivé à une situation où le pouvoir rwandais aujourd'hui qui est à Kigali a quasiment envie de évacuer, de faire disparaître toutes les populations de l'Est du Congo au profit d'une autre catégorie de la population, peut-être donc pour répondre à leur projet d'empire. Et les Congolais n'arrivent plus à vivre chez eux dans la paix et dans la sérénité, y compris tous les gouverneurs de cette région, que ce soit un gouverneur du Sud Kivu ou celui du Nord Kivu, ils sont tous quasiment presque sous l'emprise et la menace et la pression des forces militaires rwandaises. Alors, des forces militaires rwandaises, mais également des bandes armées. C'est notamment le cas du mouvement terroriste M23. Comment est organisée cette milice et qui la finance? Écoutez, c'est très simple. Il n'y a pas de M23. Les milices qui sont créées depuis 1997, qu'on a commencé par appeler le RCD Goma, il y avait d'abord ce qu'on appelait les Banyamulenge, la révolte des Banyamulenge, qui était donc supposée être des Tutsis du Congo, se sont alliés au Rwanda pour renverser le maréchal Mobutu. Après cela, on a vu le RCD Goma, après c'était le CNDP de Laurent Nkunda, après cela, on a vu plusieurs autres
groupe, donc le M23 lui-même, est une émanation du CNDP, de Laurent Nkunda, c'est-à-dire que c'était les rebelles, ce qu'on appelait les rebelles de Laurent Nkunda, qui lui-même, il faut le rappeler aujourd'hui, est réfugié au Rwanda. Donc, je découvre que tout ce qu'on appelle les groupes armés à l'est de la RDC est rien d'autre que des milices que le Paul Kagame envoie sur le territoire congolais pour terroriser et massacrer les populations civiles. Alors, vous expliquez très bien dans votre ouvrage que donc le président rwandais Paul Kagame n'est pas le seul dirigeant africain à massacrer la RDC, c'est aussi le cas du président ougandais à l'est de la RDC, le président ougandais Yoweri Museveni, excusez-moi, j'écorche un peu son nom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment le gouvernement ougandais intervient en RDC? Alors, tout a été très bien organisé. C'est-à-dire que depuis 1986-87, lorsque le président Museveni a pris le pouvoir, et le FPR, donc Paul Kagame, faisait partie des miliciens qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, avec un grand nombre de Tutsis du Rwanda. Ils se sont retrouvés comme des éléments de l'armée régulière ougandaise pendant plusieurs années, au point que Paul Kagame est devenu le patron des services de renseignement de l'armée ougandaise. Donc c'est à la suite de cela qu'ils ont préparé leur première opération de renversement du président Habyarimana en 1990, qui a échoué, et ils sont revenus en 1994. Ils ont réussi. Et après avoir remporté la victoire militaire au Rwanda... En tirant sur son avion au président Habyarimana. Absolument. Et il est tout à fait surprenant que même en France, on ne cherche pas à savoir qui a tué les deux chefs d'État africains avec l'équipage français. Parce que je rappelle que l'ensemble de l'équipage était constitué de Français. Et donc, par la suite, après avoir remporté cette victoire militaire, ils se sont portés maintenant sur le territoire congolais en 1997, où ils ont renversé le président du Zaïre, qui était le président qui est devenu le président de la République démocratique du Congo. Ils ont renversé le président de ce pays. Et le chef d'état-major, c'est-à-dire que James Kabarebe, un certain James Kabarebe, qui est Tutsi rwandais, est devenu chef d'état-major de l'armée en République démocratique du Congo. Et quelques années après, il a quitté, lorsque les Congolais ont jugé qu'ils étaient envahissants et qu'ils avaient vocation à retourner au Rwanda, eh bien, ils ont déclenché en 98 une nouvelle guerre contre la République démocratique du Congo. Et ce James Kabarebe, qui était devenu chef d'état-major de l'armée congolaise, est redevenu ministre de la Défense en République au Rwanda. Donc voilà comment le jeu se fait dans cette région. On vous donne constamment l'impression que ce sont des rébellions, alors qu'en fait, ce sont des miliciens et des éléments de l'armée de Paul Kagame qui rentrent commettre des massacres et des crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. Alors Charles Nana, vous avez fait préfacer votre ouvrage par l'ancien ministre de la Défense français Charles Millon. Il était ministre entre 95 et 97. Il explique que cette guerre en RDC s'inscrivait dès le départ dans une rivalité franco-américaine. Alors qu'est-ce que les Américains font dans cette histoire? Vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure. Oui, alors ce qui s'est passé très simplement, c'est que les Américains ont considéré que les Français avaient longtemps occupé l'Afrique centrale et puis dans les derniers moments où le maréchal Mobutu au Zaïre a régné, eh bien son dernier allié dans cette région, c'était la France. Donc il fallait s'emparer des ressources minières, ça c'est clairement dit par un certain nombre de dirigeants de hauts responsables américains dans les auditions au Congrès américain, et puis Ron Brown, qui était le secrétaire d'État chargé de l'économie, qui était décédé dans un accident d'avion, avait clairement dit à Dakar, c'est-à-dire que le fief de ce qu'on pourrait qualifier de vitrine africaine de la France, au Sénégal, il a dit que les anciennes grandes puissances européennes ne pourraient plus continuer à avoir le monopole des ressources économiques en Afrique. Donc voilà comment les Américains ont organisé en quelque sorte la disqualification de la France dans cette région, et on a vu qu'une fois que les Américains ont installé Kagame au pouvoir, eh bien Kagame a répudié la langue française, il est rentré au Commonwealth, et la langue anglaise est devenue la langue officielle avec le Kinyarwanda dans l'ensemble du territoire rwandais. Donc voilà comment les choses brièvement ont été montées, et je dois rappeler que le ministre Charles Millon, il a préfacé ce livre parce qu'il a vécu aux premières loges
l'entrée de troupes de Kagame et des troupes ougandaises quand il était ministre de la Défense en France. Et c'est pour cette raison qu'il était important que son témoignage apparaisse par rapport à ce qu'il a vécu étant aux affaires. Il avait d'ailleurs conseillé à l'époque donc le président Chirac de lancer une opération en RDC pour défendre les populations civiles. Finalement, dites-vous, Chirac s'est incliné malgré l'amitié qu'il avait pour Mobutu. C'était quoi les pressions qui ont été exercées sur Jacques Chirac alors? Alors, d'après ce que m'a dit le ministre Charles Millon, c'est que il avait perçu très clairement que si Paul Kagame prenait le pouvoir au Congo, avec Laurent Désiré Kabila, Laurent Désiré Kabila était en quelque sorte leur marionnette, en fait, ils allaient déstabiliser toute la région. Et c'est pour cette raison que cette opération avait été préparée, mais il semblerait que les services de renseignement américains, notamment la CIA, ont été informés de cela, et c'est le président Bill Clinton lui-même qui aurait téléphoné à Jacques Chirac pour lui dire d'arrêter cette opération. Et donc, malheureusement, le président Chirac n'a pas fait ce qu'il avait fait à l'ONU contre l'Irak, de dire il est hors de question que ça se passe comme ça, nous voulons la paix, nous défendons la paix. Eh bien, il s'est incliné devant cette décision et cette pression de Washington. Clinton avait des intérêts personnels et économiques dans cette région des Grands Lacs. C'était quoi ces intérêts ? Écoutez, j'ai eu beaucoup de confidences de plusieurs personnalités américaines qui nous ont fait comprendre que l'objectif du président Clinton n'était pas simplement politique. Et d'ailleurs, lorsque les membres du Congrès américain lui ont posé à de nombreuses questions la question de savoir pourquoi est-ce que les militaires américains étaient impliqués dans la déstabilisation du Congo? Eh bien, il n'a jamais répondu. Et j'ai constaté tout simplement que la société, il y a une des sociétés américaines qui était basée dans le Kansas, dans le fief de Bill Clinton, était la société, on l'appelait AMFI. Donc, cette société qui venait pour l'exploitation du coltan et d'autres ressources minières au Congo, est la société qui a accompagné la rébellion de Paul Kagame pour renverser le maréchal Mobutu. Donc il est évident qu'on est dans une affaire d'imbroglio politico-financier et que personne n'a envie qu'on soulève un peu pour voir ce qui se passe en dessous. Derrière cette transition énergétique que l'on nous vend partout de l'Union européenne jusqu'à l'Élysée, il y a évidemment ces ressources minières importantes en RDC, c'est le cobalt et le coltan. Alors le cobalt, il est utilisé pour fabriquer des batteries pour les voitures électriques et le coltan, c'est pour les ordinateurs et les téléphones portables. Tout à fait. Le Congo à lui seul produit 70% du cobalt. C'est, selon les experts, depuis 2011, la demande de production de cobalt a triplé. Et cela va aller jusqu'en 2030. Donc, l'invasion du Congo je dirais, se fait sous la supervision de tous ceux qui ont envie de s'emparer du cobalt. Donc, le Rwanda de Paul Kagame est devenu une des plaques tournantes. Et c'est eux qui... D'ailleurs, pour ceux qui relèvent du coltan, c'est encore la même chose. Parce qu'il faut se souvenir que le coltan est depuis 1942 considéré par le département de la Défense des États-Unis comme un produit stratégique de sécurité et de défense nationale. Donc, ce qui veut dire que pour les Américains, depuis la Seconde Guerre mondiale, cette matière qu'est le coltan c'est quelque chose de très important pour leur système de défense. Donc, le Rwanda est devenu aujourd'hui exportateur de coltan, alors qu'il n'y a pas un gramme de coltan au Rwanda. Et les rapports des Nations Unies qui datent de 2001, c'est-à-dire il y a 22 ans, montraient effectivement que le Rwanda venait au Congo pour piller les richesses et aller les revendre en quelque sorte sur le territoire rwandais. Donc, tous les trafiquants du monde entier, tous les hommes d'affaires qui veulent s'emparer du coltan moins cher, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? C'est à Kigali qu'ils vont essayer de le récupérer. C'est pour cette raison qu'on vit dans tout ce que vit la population du Congo à l'Est, dans un système d'omerta. J'ai qualifié ça d'omerta parce que c'est le genre de silence qui ne règne que là où il y a effectivement des pratiques mafieuses. Donc derrière cette neutralité énergétique que nous sommes d'atteindre pour 2050,
derrière cela, il y a le massacre de ces civils du RDC. Non seulement le massacre de ces civils de RDC, mais il y a des enfants de 4, 5, 6 à 7 à 8 ans qui travaillent nuit et jour dans les mines de coltan et de cobalt en République démocratique du Congo, en aspirant pour certains des produits extrêmement toxiques. Et toutes les organisations, je dirais, de défense des droits de l'homme, y compris les organisations qui s'occupent de la transition énergétique, qui parlent d'énergie propre ou tout simplement de défense des enfants, on ne voit personne aller se mobiliser pour défendre ou chercher à imposer des sanctions à ceux qui infligent, n'est-ce pas, cette terreur aux enfants de 4 à 5 ans qui ont vocation à aller à l'école et pas à se retrouver dans les mines de coltan et de cobalt. On comprend mieux pourquoi les présidents Sarkozy et Macron font des courbettes sur le perron de l'Élysée en recevant Monsieur Kagame. Mais écoutez, moi j'ai été surpris de constater que non seulement le président Sarkozy était allé passer ses 66 ans à Kigali. Bon, on peut fêter ses anniversaires en Afrique parce qu'il fait beau, parce qu'il y a du soleil. Mais dans un pays qui est réputé, enfin on a connu le Rwanda pour ses atrocités en 1994 et on connaît encore le Rwanda aujourd'hui pour ses atrocités à l'intérieur et à l'extérieur de son territoire. Comment pouvez-vous avoir la passion? Il a même dit dans un article, dans un grand hebdomadaire français, que le Rwanda était devenu le partenaire stratégique de la France. Donc, quand vous avez un pays qui est considéré en Afrique comme un pays minoritaire sur le plan de la francophonie, si on reste simplement sur le plan de la coopération politique, comment pouvez-vous aller construire votre centre de gravité au Rwanda et en laissant tous les autres pays francophones qui sont importants, y compris parce que le Rwanda, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas de ressources minières ni économiques, et quand on va construire son centre de gravité, quand on est français au Rwanda, eh bien, ça laisse entrevoir tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui ne relève pas de la défense des intérêts d'État, mais probablement des préoccupations purement d'ordre privé. Au-delà de ces ressources en RDC, de ce potentiel du sous-sol congolais, comment vous expliquez la violence du président Kagame, le président rwandais ? Écoutez, le président Kagame a été formé par la CIA et les éléments du Pentagone depuis plusieurs années. Vous savez, il a été à Fort Leavenworth, c'est un centre de formation militaire aux États-Unis. C'est à partir de ce centre de formation qu'il est venu prendre quasiment la tête de la rébellion en 1990 pour renverser le président rwandais. Donc, il a été formé à la lutte insurrectionnelle. C'est quelqu'un qui est... on a l'habitude de dire maquisard, mais en France, quand on dit maquisard, ça peut connoter comme quelque chose de positif, mais en réalité, c'est quelqu'un qui a été formé à prendre le pouvoir par la violence, à être violent, et tout son parcours est parsemé de cadavres, et y compris sur la prise du pouvoir au Rwanda. On dit entre 800 000 et 1 million de morts, mais on n'a jamais interrogé le rôle qu'a joué M. Kagame dans ce tapis de cadavres. Et on regarde aujourd'hui ce qui se passe en RDC, quand vous voyez les images, les têtes coupées, les sexes amputés, ils ont amputé le sexe de l'ancien archevêque de Bukavu. Eh bien, le Vatican n'a rien dit. Et je suis surpris par le niveau d'assassinat des évêques et des prêtres au Rwanda et au Congo. Et on a l'impression que personne ne veut s'intéresser à cela. Et donc, quand vous interrogez sur cette violence-là, mais c'est quelqu'un qui a une culture de violence et une culture de la barbarie, et il ne sait pas faire la politique autrement que de cette façon-là. L'Église n'est donc pas la seule à garder le silence face à tous ces massacres. Vous les citez, l'ONU, les institutions africaines, l'Union européenne qui condamne, sanctionne la Russie pour son invasion ukrainienne. Toutes restent silencieuses. Quelles sont en fait les raisons de cette omerta? Est-ce seulement pour de l'argent ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des intérêts politiques croisés, des intérêts personnels croisés, des gens qui appartiennent, qui ont des conflits d'intérêts. Enfin, tous les acteurs, une grande partie des acteurs politiques et économiques qui opèrent dans cette région sont empêtrés dans des conflits d'intérêts inqualifiables et innommables. Donc, c'est pour cette raison-là que beaucoup de gens n'ont pas intérêt à ce qu'on essaye de comprendre ce qui s'y passe, ni à interroger le silence qui entoure
entoure tous les crimes et tous ces massacres contre l'humanité qu'on n'a jamais vus, il faut le dire, en Afrique depuis, je dirais même depuis la Première Guerre mondiale. On n'a pas vu un tel niveau d'atrocité dans le continent africain. Tout cela est concentré dans un petit périmètre, c'est-à-dire le territoire congolais. Et ça, c'est ahurissant pour tous les experts et pour tous les chercheurs. Vous dites aussi, Charles Nana, que des efforts colossaux sont fournis pour que rien ou presque ne soit divulgué de la vérité de cette guerre en RDC. Ça passe par quoi, des efforts colossaux? Alors, vous aurez remarqué qu'on vous parle depuis des groupes armés en RDC, mais vous n'avez aucune image sur ce qui se passe dans ce pays. Donc, vous avez de nombreuses chaînes de télévision françaises ou européennes qui sont dans la région, qui opèrent même en RDC, mais vous n'avez aucune image des atrocités des populations de l'Est du Congo. Ça veut tout dire, mais je ne m'arrête pas là. Je constate que quand j'ai pu exploiter les archives du Pentagone, de la CIA, ils reconnaissent tous que Kagame mène des attaques extrêmement violentes et des crimes sur le territoire congolais, mais comment peut-on le dire en même temps, comme vous l'avez dit, par exemple, pour ce qui concerne le président de la Russie, ils le savent, mais ils ne disent rien, ils ne le dénoncent pas. Donc, pour moi, d'ailleurs, c'est plus grave encore pour lui, parce que l'Union européenne a vu son ambassadeur assassiné au Congo. L'ambassadeur italien, c'est le représentant de l'État italien au Congo, et on l'assassine. On a visé de façon explicite et délibérée son convoi. Et l'Union européenne n'a jamais diligenté une commission d'enquête. Donc il y a une série de choses, de faits très concrets, très graves, qui, devant le silence qu'on peut observer, on comprend qu'il y a beaucoup de choses à cacher et tout le monde a vraiment intérêt à faire des efforts pour qu'on ne sache rien de ce qui s'y passe. Et la Cour pénale internationale, qui a délivré un mandat d'arrêt récemment, je dirais pareil, contre le président Vladimir Poutine, pourquoi aucune sanction n'est prise contre le Rwanda ? Alors ça, c'est une vraie question qu'il faudrait poser aux responsables européens et à tous ceux qui se sont acharnés ces derniers temps à traduire le président russe devant la Cour pénale internationale. Comment quelqu'un, Monsieur Kagame en l'occurrence, dont les rapports qui sont établis sur le Rwanda et sur Paul Kagame sont faits par les Nations Unies. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soupçonner les Nations Unies d'avoir un minimum de complaisance vis-à-vis de ce qui se passe dans la région, mais quand vous avez une accumulation de rapports internationaux qui sont sur la table, qui sont aux Nations Unies et qui sont généralement des rapports inspirés par le Conseil de sécurité, on est surpris de constater que le Conseil de sécurité ne se mobilise pas pour demander un mandat d'arrêt international contre Kagame. Voilà le paradoxe qu'on observe, et ça, il faut rappeler que ce soit les Européens ou les Africains qui sont lucides, ils observent le cirque qu'il y a autour du président russe et ils se demandent, mais c'est parce que c'est Kagame l'allié des Occidentaux qu'il n'est pas victime d'un mandat d'arrêt. C'est quand même troublant. Et vous évoquez aussi le travail de ce militant espagnol des droits de l'homme, Juan Saralegui, Carrero, excusez-moi, qui a bien saisi la justice espagnole en 2005 et toujours le silence. Toujours le silence. Il a fait 42 jours de grève de la faim devant le Parlement européen et il m'a raconté quelque chose de très troublant. C'est qu'il est rentré dans le bureau d'un député au Parlement européen pour lui dire de signer la pétition pour une lettre à Clinton pour demander la création d'un tribunal pénal international. Non seulement ce député a refusé, mais il avait oublié quelque chose. Il est sorti, il a quasiment été répudié, mais quand il est revenu, il a trouvé ces députés en train de crier au téléphone en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi Juan Carrero rentrait dans son bureau pour lui demander de signer quelque chose qui portait manifestement atteinte, je dirais, à la tranquillité des grands de ce monde. Et vous évoquiez tout à l'heure donc la mort de ces membres d'équipage abattus dans l'avion du président Habyarimana.
personne, les autorités françaises n'ont pas cherché à savoir ce qui s'était passé et les autorités italiennes n'ont pas cherché non plus à savoir ce qui s'est passé le 22 février 2021. C'est assez récent quand leur ambassadeur, M. Attanasio, a été assassiné. Alors, ce qui est très grave dans le cas français, c'est que le juge Bruguère, qui est quand même réputé en France comme un juge terroriste historique, et il était arrivé à la conclusion lors de ces enquêtes qui ont duré quand même beaucoup d'années à la mise en cause des proches de Paul Kagame. Et des mandats d'arrêt ont été lancés contre eux. Et sous Sarkozy, il a été clairement dit, Paul Kagame, d'après M. Kouchner, je cite le ministre des Affaires étrangères de M. Sarkozy, qui a clairement dit que Kagame leur avait demandé de régler ce problème des mandats d'arrêt du juge Bruguère. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont envoyé le juge Trévidic sur le terrain et le retour du juge Trévidic s'est conclu par un non-lieu. C'est-à-dire que l'enquête du juge Bruguère a conclu à la mise en cause de 9 personnes avec mandat d'arrêt international. L'enquête du juge Trévidic c'est soldé par un non-lieu. Allez comprendre pour les gens qui réfléchissent un peu, allez comprendre la contradiction qui va dans ce sens-là. Mais surtout, et je ouvre la parenthèse, je la ferme rapidement, c'est que le juge Bruguère, son enquête n'est pas la seule. Il y a eu le juge espagnol qui était parvenu aux mêmes conclusions. Il y a eu des enquêteurs des Nations Unies que j'avais personnellement rencontrés qui sont arrivés aux mêmes conclusions. Eh bien, les États-Unis ont exercé des pressions colossales sur la justice espagnole pour que l'enquête sur l'attentat soit abandonnée. Donc voilà comment on a organisé en quelque sorte l'impunité à l'endroit de M. Kagame et de toutes les personnes qui commettent aujourd'hui les massacres à l'est du Congo. Holocauste au Congo, c'est le titre de votre enquête, Charles Nana. Tout est dans ces pages à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. L'omerta de la communauté internationale, la France complice, point d'interrogation, la France, en tout cas l'État français. Distinguons. Merci beaucoup Charles Nana d'être revenu sur le plateau de TV Liberté. Je vous remercie.